Bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à l'UNAF d'avoir ouvert sa porte pour me donner un espace de présentation. Alors, je pense que je vais pouvoir faire une transition. Je suis évidemment très curieux, moi, d'entendre mon collègue philosophe entre la définition d'une politique publique et une réflexion plus philosophique. Peut-être qu'entre deux, en effet, il y a la contribution d'un modeste sociologue qui va essayer de vous parler de ce qui m'obsède du point de vue de mon travail, sachant que je reprends une réflexion sur la thématique de l'enfance et de la famille que j'avais un peu quitté, détourné de mon chemin initial. J'ai commencé au début des années 80 à travailler sur les situations monoparentales. C'est un peu comme ça que je suis rentré en sociologie. Et vous voyez que cette question est à nouveau d'une brûlante actualité. Et j'ai été détourné par la question du vieillissement pendant une quinzaine d'années, et en particulier la perte de l'autonomie, ce qu'on appelait, il n'y a pas tant d'années encore, la dépendance des personnes âgées. Donc j'ai pendant quelques années travaillé sur cette autre question et je reviens, m'approchant moi-même de la vieillesse, vers l'enfance. Alors je vais vous parler, moi, d'une place qui est celle de quelqu'un qui a obtenu un soutien de la Caisse nationale des allocations familiales, qui finance et soutient une chaire sur cette thématique enfance, bien-être et parentalité. Le but de cette chaire consiste à dresser un état des lieux aussi complet que possible, mais un état des lieux que j'essaie de faire un peu sur le mode de l'import-export, en donnant à lire en France la production qui est massive sur ces trois mots-clés à l'échelle internationale. C'est-à-dire de faire comprendre comment s'organise le débat pluridisciplinaire, bien entendu, sur cette thématique du bien-être, dont chacun d'entre nous mesure que c'est une notion à la mode. Elle ne date pas d'hier, mais elle a un franc revival, si on peut dire, aujourd'hui. On n'a peut-être jamais autant parlé de bien-être, sans doute, et peut-être parce que nous sentons que ça nous échappe en partie. Donc, importer, faire le point sur cette littérature très massive sur la notion de bien-être, du rôle des parents dans la production de ce bien-être, du rôle des pouvoirs publics dans la promotion de ce bien-être. Voilà un peu la thématique. Premier volet, bilan de littérature. Deuxième volet, de quelles données dispose-t-on ? Parce qu'il y a tout de même un grand nombre d'enquêtes, y compris internationales, y compris ou de cohortes ou transversales, qui, de manière répétée, produisent des données sur cet état du bien-être, et en particulier quand on s'oriente sur l'enfance, les enfants. Qu'en est-il du bien-être des enfants, de ses déterminants, de la mesure, de la comparabilité? Il y a tout de même beaucoup de choses là aussi à dire. Donc on essaie de faire des bilans de ces données disponibles et même de faire des traitements nouveaux qu'on essaye de proposer sur ces données disponibles. Puis enfin, la troisième chose que fait cette chaire, c'est qu'au fil du chemin de l'analyse de cette littérature, de ces bases de données, j'ai identifié un certain nombre de collègues à l'étranger, un peu partout, qui me sont apparus comme de formidables pourvoyeurs d'idées. Et j'ai donc cherché à les inviter dans un séminaire. On a organisé 4 séances d'un séminaire international. Donc j'invite ces auteurs, je les enferme pendant 2 ou 3 jours. J'essaie de les accueillir correctement, mais je leur demande de travailler beaucoup et de présenter l'état de leurs idées et de leurs connaissances. Et puis nous enregistrons tout
ça devient une matière un peu brute, leur PowerPoint, leur texte, l'enregistrement de leur présentation. Et puis nous faisons des petits clips pour donner à voir sur un site cette production en sous-titrant, etc. Donc on fait un travail, vous voyez, de mise à disposition de chacun un certain nombre de bilans. Ce que nous cherchons à faire, c'est aussi d'identifier évidemment des choses qui sont peu ou mal expliquées, c'est-à-dire des problèmes, au fond des problèmes qui nécessiteraient plus de recherche. Je suis très heureux d'apprendre qu'il y aura donc un axe dédié au développement de la recherche sur ces questions de parentalité. Alors pas seulement d'ailleurs d'optimisation du travail parental, hein, c'est pas exactement le sens que je donnerais au terme de recherche sur la parentalité, c'est-à-dire comment devenir des bons parents. Hein. Je crois que la recherche ne doit pas se dédier exclusivement à savoir comment on devient un bon parent. Je pense plutôt au fait que nous avons un besoin collectif, presque sociétal, presque générationnel, de nous demander comment aujourd'hui nous sommes parents et sur quoi nous butons, qui éventuellement n'a pas constitué des problèmes de même ampleur dans le passé pour des générations antérieures, ou bien sur quoi nous butons qui a déjà donné lieu, au fond, à des improvisations parentales vertueuses, utiles, et que nous avons peut-être oubliées ou négligées, ou nous croyons avoir perdues. Donc voilà un peu d'où je vous parle. Alors je voudrais vous dire un peu trois petits points. Donc, premièrement, vous dire quelques mots sur cette question du bien-être, de ses déterminants, de sa mesure, mais aussi des débats que suscite cette réflexion sur les conditions du bien-être, de la qualité de vie. Vous voyez, plein de termes apparaissent, la bien-être, qualité de vie, la vie bonne, et éventuellement aussi le bonheur, puisque désormais le bonheur est un domaine en soi de quelques disciplines qui travaillent uniquement sur cette histoire de bonheur, que ce soit l'économie ou la psychologie. Nous avons des économistes du bonheur et des psychologues du bonheur, sans doute parce que ce sont des disciplines qui traitent de l'individu. Un problème là. Deuxièmement, faire un petit point sur les données disponibles. Alors là, je serai assez allusif, rapide, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps. Mais en effet, il y a pas mal de bases de données qui nous dispensent des informations sur le bien-être des enfants, sur le bien-être des adolescents en particulier, et sur le bien-être qu'on appelle subjectif, c'est-à-dire, au fond, un peu comme pour la douleur, on ne peut pas parler à la place d'autrui. Est-ce qu'il se sent plus heureux maintenant qu'hier, que tout à l'heure, que demain ? Voilà comment, au fond, on appréhende souvent le bonheur et le bien-être de manière subjective. Et puis, troisièmement, essayer de dire quelques mots de la question des pratiques parentales et de leur rôle dans la promotion du bien-être de leurs enfants. Mais aussi, du coup, des politiques publiques dont on vient de parler ici, qui visent à soutenir les parents dans ce rôle. Alors, attaquons directement sur bien-être, qualité de vie, bonheur, un domaine à la mode. D'abord, parce qu'on ne peut pas l'oublier, cette thématique du bien-être et du bonheur a déjà une très longue tradition. On n'a pas le temps de le développer, mais bien sûr, depuis les utilitaristes, depuis les welfaristes en particulier, et qui avaient une vision plutôt globale et collective du bien-être ou des conditions du bien-être, il y a donc depuis le XVIIIe longue série de contributions des prémices des sciences sociales, et bien sûr, sans parler de la philosophie que je laisse à mon collègue, puisque de toute façon, en effet, la question du bonheur est une question philosophique depuis la philosophie antique, avec des contributions qui sont bien entendu majeures. Ce que l'on sait aussi, c'est que les premières tentatives de mesurer le bien-être datent à peu près de la Première Guerre mondiale, avec des enquêtes qui ont porté justement une thèse d'ailleurs d'un psychologue dans l'époque de la Première Guerre mondiale sur les adolescents et sur les sentiments plus ou moins positifs, bonheur mais aussi inquiétude, mais aussi anxiété, mais aussi peur qu'éprouvaient les adolescents. Donc on a des premières tentatives et puis de peu à peu, cette question du bien-être va devenir véritablement un chantier de production de données très importante, très massive, avec cette distinction
entre les composantes objectivables du bien-être, que l'on trouve à la fois sur le plan des conditions de vie, donc le bien-être économique, on pourrait dire, et puis que l'on trouve également sur le volet santé, c'est-à-dire ou absence de morbidité. Donc ça, ce sont les éléments les plus objectivables dans les conditions du bonheur. Comme chacun sait, il faut beaucoup de santé et pas mal d'argent. Et quand vous avez les deux, vous avez des chances que ça aille plutôt mieux que sans. Donc on a là la composante objective et puis est apparue la composante subjective. Et cette distinction entre subjectivité et objectivité des conditions ou des indicateurs de bien-être a constitué bien sûr des chantiers parallèles d'exploration avec justement ces notions de qualité de vie, de niveau de satisfaction et par extension de bonheur. On a aussi assez rapidement identifié ce paradoxe que soulignait Sterlin, c'est-à-dire que ça ne va pas aussi simplement qu'on pourrait le croire entre l'amélioration des conditions économiques, par exemple les indicateurs de croissance économique, et le sentiment de bien-être. Il peut y avoir même une sorte de gap ou d'effet de saturation. Et Esterlin, dans les années 70, après justement cet épisode qu'on a appelé parfois improprement les 30 Glorieuses, réaliser qu'après cette croissance économique continue, on avait au fond un niveau de bien-être, lui, qui ne prenait pas exactement la même pente et qui plafonnait. Donc les gains de croissance ne généraient pas des gains de bien-être, en tous les cas pas de façon mécanique. Il pouvait même y avoir là, derrière ce paradoxe, quelque chose autour et à propos du ressenti et éventuellement de la comparaison de ce bien-être d'aujourd'hui par rapport à du bien-être d'hier ou bien du bien-être éprouvé par soi et du bien-être qu'éprouvent nos voisins, d'autres autour de nous. Et cette comparaison pouvant générer effectivement ce gap entre croissance et bien-être. Alors c'est une des raisons sans doute, ce paradoxe d'Esterlin au départ, d'interrogation par la suite sur la recherche de bons indicateurs, on pourrait dire de la bonne société, c'est-à-dire de la qualité de vie collective, en disant non, la croissance économique n'est pas du tout l'indicateur suffisant pour rendre compte du ressenti du bien-être. On a besoin d'autres indicateurs et de beaucoup d'autres en effet. Le rôle des organisations internationales dans cette réflexion est tout à fait central, c'est-à-dire que pratiquement toutes les plus grandes organisations internationales préoccupées de bien-être, de welfare, de protection sociale et de croissance économique ou d'indicateurs économiques et sociaux ont bien sûr utilisé des définitions du bien-être. C'est le cas pour l'OMS, c'est le cas bien sûr pour l'ONU, c'est le cas pour l'OCDE, et toutes ces grandes organisations ont contribué à donner leur définition. L'OMS est d'ailleurs une des organisations qui a le plus tôt mis dans sa charte même cette thématique du bien-être, et du coup de ce bien-être global qui évoque pas seulement d'ailleurs la santé au sens d'absence de morbidité, mais une santé plus globale, plus générale, et à une échelle qui n'est pas qu'individuelle, mais de la population. Enfin, c'est devenu un domaine spécifique pour certaines disciplines, avec des revues dédiées à ces questions, en économie du bonheur, et en psychologie, et notamment avec la psychologie positive, qui est une discipline qui s'y est dédiée. Alors, ce qui me frappe dans ce passage très rapide, évidemment, c'est l'idée que le bien-être, la bonne vie, le bonheur, c'est un peu comme le mythe de Sisyphe, quelque chose qu'on est obligé de pousser comme un caillou continuellement, mais qu'il faut à chaque fois réviser parce que les conditions ou l'environnement de ces conditions du bonheur ne cessent de changer. Donc, génération après génération, nous recommençons. Et là, je vous cite un ouvrage dont je ne peux pas vous raconter l'histoire, mais enfin que j'ai découvert dans un endroit parfaitement improbable, que j'ai fait restaurer, et d'un philosophe du début du XXe qui était tout pétri de l'ambiance durkheimienne de constitution de la sociologie et des sciences sociales, Paul Souriau, et qui écrit un ouvrage en 1908 qu'il intitule « Les conditions du bonheur », et dans lequel il a pour projet, évidemment,
évidemment de faire une étude qu'il estime, lui, désormais scientifique, systématique et beaucoup plus opérationnelle de ces conditions du bonheur. Et il écrit que précisément parce que l'humanité évolue, les conditions de l'existence se modifient, avec elles donc changent les conditions du bonheur, nous impose d'une certaine façon des adaptations continuelles. Il nous dit nous ne pouvons plus être heureux à la façon de nos pères, il faut donc remanier nos anciennes théories. Il souligne aussi que la morale antique était très individualiste. L'homme y était considéré isolément comme un être totalement indépendant, livré à lui-même, chargé de se procurer par ses propres moyens tout son bonheur. Une conception aussi étroite, dit Souriau, ne serait plus possible aujourd'hui. Les faits sociaux, comme dit Durkheim, nous apparaissent dans leur complexité. Nous avons acquis la notion de solidarité humaine. Une théorie du bonheur qui ne tiendrait pas compte de ces conditions sociales ne saurait plus être prise au sérieux. On peut se demander d'ailleurs si on n'a pas totalement régressé par rapport à ce que nous raconte Souriau et sa période toute pétrie de solidarisme et de prémices des sciences sociales, parce que précisément aujourd'hui, on est back to the basics, en retour vers l'individualisme forcené. Peut-être pas d'ailleurs l'individualisme moral, mais en tout cas l'individualisme au sens marchand, c'est peut-être ça la différence. Alors voilà, il y a toutes sortes de productions. Je vous mentionne l'ouvrage de Rémi Pavin qui est très intéressant parce que c'est une histoire, un travail d'historien très systématique sur une période évidemment qui est depuis 1945, depuis la période des Trente Glorieuses, est passée au fil comme ça de l'analyse, et il nous fait une histoire du bonheur telle qu'on l'imaginait après-guerre. Et évidemment, on avait une certaine vision de ce que pouvait être le bonheur à ce moment-là, précisément parce qu'on sortait de la grande noirceur, du plus grand des périls. Donc on a vraiment imaginé beaucoup sur le bonheur à cette époque. Et puis ce petit ouvrage de Claudia Sénic, L'économie du bonheur, un petit bouquin de 128 pages qui vous donne une idée de ce que l'économie a traité. Elle fait d'ailleurs un développement assez long sur ce paradoxe d'Esterline et d'autres choses. Et puis la mode, c'est-à-dire ce que pointe Pavin justement, c'est l'explosion de la thématique du bonheur et du champ sémantique du bonheur dans les publications. Donc les publications dédiées au bonheur entre 1945 et 2006, puis vous voyez qu'il s'arrête là en 2006 précisément, et avec le pic de 2001, vous voyez, on a une espèce de flambée de cette thématique, de ce champ sémantique du bonheur. Alors ce qui m'apparaît comme intéressant, c'est aussi ce qui s'est développé, non plus sur la thématique du bonheur individuel, mais sur la thématique du bien-être sociétal. Et avec ces nouvelles recherches, dont deux des auteurs ont été invités dans le séminaire que j'ai organisé, Wolfgang Aschauer, il est autrichien et il travaille beaucoup sur les questions de comparabilité. Et puis Michèle Lamont, qui venait en Europe d'ailleurs recevoir son prix, elle qui est professeure à Harvard maintenant, canadienne d'origine, et qui est venue au séminaire nous parler de ce projet qui a été soutenu par un institut d'études avancées canadien pendant 15 ans. Donc pendant 15 années avec Peter Hall, ils ont travaillé ensemble sur ce qu'ils ont appelé les Successful Societies, les sociétés qui réussissent, et sur des notions voisines de ces questions de bonheur, comme la notion de résilience sociale, c'est-à-dire une notion l'usage du terme de résilience n'est pas celui que l'on trouve en psychologie ou en épigénétique ou chez un auteur très célèbre en France qui en est le porteur, puisqu'on a notre Monsieur Résilience en France. La résilience sociale, c'est une réflexion sur, en effet, le rebond qu'une société se donne à elle-même, au fond, les chances de résistance qu'elle pourrait avoir pour absorber des effets de crise. Par exemple, la résilience collective d'un État face à la violence d'une crise, comme la crise financière qui vient d'avoir lieu. Voilà des notions qu'il manipule, et aussi cette composante sociétale qui a à voir avec le degré d'intégration sociale ou d'intégration d'une société, qui peut plus ou moins absorber justement des chocs, avec une composante qui est culturelle, et qui nous permet d'ailleurs d'entrevoir pourquoi on est sommé de dire qu'on se sent bien dans certains pays où les conditions économiques sont plutôt mauvaises, par rapport à des pays où on devrait se sentir
bien et on ne cesse de dire qu'on se sent plutôt mal alors que nos conditions économiques sont incomparablement supérieures aux précédents groupes. Donc pourquoi, au fond, avons-nous cette espèce de gap culturel, ce qui fait dire d'ailleurs souvent à propos de la France que les Français sont pessimistes, qu'ils voient toujours le verre à moitié vide et que quand on leur demande s'ils vont bien, ils ont immédiatement la plainte qui leur vient aux lèvres. Bon, cette idée qu'il y a une culture ou un trait national qui serait celui de la plainte. Et évidemment, là, on peut réfléchir en termes de malaise sociétal et essayer d'ailleurs d'analyser à un plan plus macro, ce qui nous conduit éventuellement à faire du ressentiment un levier d'expression très important, là où on pourrait dire objectivement, les niveaux de pauvreté ne permettraient pas de dire pourquoi, en effet, il y a un sentiment de malaise, un sentiment ou un ressentiment, un sentiment de ne pouvoir pas avoir de futur devant soi, ce que l'on a très bien vu avec ces votes de protestation, euroscepticisme, montée et retour des nationalismes et manifestation du ressentiment à l'égard de la collectivité de la vie politique. Quelque chose qui lâche du point de vue de cette intégration sociale. Alors évidemment, tout cela est un enjeu est à la fois un enjeu politique et un enjeu de controverse très forte. Et ce qui doit être dit encore un instant sur cette histoire du bonheur, c'est qu'il y a une période aujourd'hui dans laquelle on pourrait dire les politiques s'emparent et font usage de ces notions. Et l'usage politique de la catégorie du bonheur et du bien-être, évidemment, doit être l'objet d'une réflexion pour nous tous. Certains ont parlé même d'une épidémie du mal-être ou du malheur. C'était l'expression qu'utilisait notamment David Cameron, qui a d'ailleurs défendu une politique à l'égard de l'enfance et des enfants anglais, à cause de la pauvreté, qui, vous le savez, en Angleterre, est un problème très, très endémique. La pauvreté des enfants en Angleterre est un problème très important. Et il écrivait, par exemple, nous avons les enfants les moins heureux du monde. Et c'est ce qui justifie pour lui d'avoir un plan d'action à cet égard. Donc là, il faut qu'on réfléchisse à ce sentiment d'incertitude, à cette crainte du futur, à cette culture de la vulnérabilité, au fond à cette société qui a construit le bonheur comme un bien, et même un bien quasi marchand, et dans lequel les experts sont devenus légion. Ça, c'est tout à fait frappant. Nous sommes dans ce moment-là où on ne cesse de parler du bonheur et des conditions du bonheur et des manières d'y accéder et d'accéder au bien-être par rapport à une société qui elle-même a toujours le sentiment qu'elle ne pourra pas l'atteindre. Donc il y a une sorte, vous voyez, de serpent qui se mord la queue ici. Alors, il y a beaucoup de littérature. Je vous cite simplement un best-seller là, qui a été écrit par Edgar Cabanas, qui vient d'ailleurs dans le séminaire fin juin que j'ai invité. Donc, j'ai envie d'entendre directement ce psychologue, qui est un psychologue qui a une lecture extrêmement critique du courant de la psychologie positive et extrêmement intéressant du point de vue de ce qu'il a écrit avec Eva Illouz dans Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. C'est le sous-titre de ce best-seller. Et puis de la littérature plus anglo, Happiness Fantasy, qui remonte d'ailleurs sur cette histoire aux États-Unis, The Wellness Syndrome, Happiness as Enterprise. Il y a énormément d'ouvrages assez non traduits et totalement méconnus chez nous, où on a une production quasiment de lanceurs d'alerte sur cette exigence de bonheur qui devient un fardeau, qui devient une espèce d'effet secondaire tout à fait négatif. Alors le bien-être des enfants, quel est le problème ? Alors là, je me tourne vers le cas français en comparaison, mais non pas pour prendre pour argent comptant ces grandes bases de données que nous avons un peu regardées, mais simplement pour dire, tout de même, c'est intéressant de voir quelle est l'image que produisent ces bases de données, puisque, comme vous le savez, leur vertu, c'est évidemment de faire de manière systématique des sondages et des recueils d'informations dans de très nombreux pays,
que ce soit l'OCDE, que ce soit l'enquête HBSC, Health Behavior in School Age Children, qui est une enquête sous les auspices de l'OMS qui est répétée tous les 4 ans auprès d'adolescents de 11, 13 et 15 ans, un minimum de 4500 enfants par pays ou région de l'Europe au sens de l'OMS, mais qui est souvent des effectifs de 10 à 15 000 enfants dans pas mal d'endroits du monde, et que l'on sonde tous les 4 ans pour savoir ce que sont à la fois leurs indicateurs de santé, leur expérience de l'école, enfin toutes sortes d'indicateurs au fond sur leur niveau de bien-être, et y compris de bien-être subjectif. Donc on a là beaucoup de bases de données, les enquêtes de l'UNICEF, l'enquête Innocenti sur la pauvreté des enfants. Toutes ces bases finissent toujours par classer les pays. C'est quand même à un moment ou à un autre, si vous voulez, ce qui nous arrive, c'est qu'il y a ce benchmark-là qui arrive et qui montre qu'il fait meilleur vivre ici que là, pour toute une série d'indications, sans que l'on soit capable, bien entendu, enfin, on peut sortir agnostique en se disant, oui, mais les variations intranationales, voire même intra-classe sociale, peuvent être beaucoup plus prégnantes que ces variations nationales, qui fait qu'en effet, on peut être tiré par le haut en moyenne dans un pays, tout en oubliant que le gap à l'intérieur du pays entre les plus dotés et les moins dotés peut être très important. Donc ce classement des pays est un peu une illusion, mais tout de même ça produit une image, et ça produit une image qui nous impacte, hein. Surtout quand on est mal classé, d'ailleurs. Hein. Bon. Alors, donc, PISA, l'OCDE, l'OMS, HBSC, Innocenti, l'UNICEF, etc. La tentative assez précoce, 2009, hein, d'un collègue qui est venu aussi au séminaire, Jonathan Bradshaw, qui avait fait un index de ces indicateurs de bien-être des enfants. Donc, il a pris toutes ces enquêtes, il en a fait, au fond, une somme, et il les a mis en tableau et essayé de produire une espèce de super classement utilisant cette masse. L'OCDE l'a repris en créant un portail dans lequel ils utilisent toutes ces données, alors qui ne sont pas exactement produites dans les mêmes conditions, donc on ne peut pas les assimiler les unes aux autres, mais elles produisent des classements. Et il y a en effet, dans un certain nombre de cas, le classement de la France. Et la France ne va pas si bien qu'on pourrait s'y attendre. En particulier, il y a ce décalage entre le niveau d'investissement public, d'investissement social, de dépenses publiques en matière de famille, en matière d'éducation, en matière de santé, et ces indicateurs de bien-être subjectif de nos jeunes en particulier, de nos adolescents, qui ne sont pas du tout ou nécessairement à la hauteur de ce que pourraient être nos espérances compte tenu de cet investissement public. Et puis bien sûr, il y a assez vite en filigrane la contribution entre investissement social et au bien-être des enfants et investissement privé. Il y a la part des parents, c'est-à-dire la contribution des parents qui pourrait être un peu le coin entrée en disant qu'est-ce qui se passe là dans cette boîte noire familiale qui pourrait expliquer pourquoi au fond nous ne performons pas au niveau qu'on pourrait attendre. Alors ça c'est certainement à peu près illisible, donc je vais passer, mais vous voyez c'est un classement dans lequel vous avez des données UNICEF, 10 minutes. Donc vous avez une idée du classement. Nous sommes plutôt mal placés, par exemple, en matière de bien-être ressenti dans le cadre scolaire, où nous sommes 18e sur 21, ce qui n'est pas exactement le classement idéal. Et puis il y a d'autres données où c'est encore pire. Donc je passe là-dessus parce que ça ne se voit pas. Là, il y a des tentatives. Par exemple, là, vous pouvez simplement vous imaginer un peu comment sont projetés les pays, mais ce sont les niveaux de dépenses en matière de famille et d'éducation en pourcentage de la richesse nationale versus le niveau de bien-être subjectif ressenti par les citoyens. Et vous voyez cette ligne qui fait que, au fond, on pourrait dire, normalement, plus vous dépensez, plus vous pourriez avoir d'élévation de ce niveau. Et nous sommes à un niveau assez élevé de pourcentage de dépenses publiques, mais très en dessous de la barre, je dirais, qui devrait dessiner l'horizon de à dépenses publiques, niveau de bien-être subjectif ressenti. Donc nous sommes comme ça assez mal classés.
Ça aussi, ce sont des exemples. C'est l'enquête pour les adolescents. Ce sont des jeunes garçons, des jeunes filles à 11, 13 et 15 ans qui sont enquêtés avec les mêmes outils, traduits bien entendu dans chacun de ces pays, et où on leur demande de se situer sur une échelle. Vous savez, c'est une échelle de 0 à 10 entre comment êtes-vous satisfait de votre vie. Positionnez-vous dans une échelle de 0 à 10. Le mieux possible, c'est 10. Le pire possible, c'est 0, bien entendu. Et puis, vous situez vous-même en niveau de satisfaction de votre vie. Les garçons, les filles, et puis vous avez dans cette échelle, j'ai fait des petites parenthèses là pour justement regrouper les 5 premiers niveaux, c'est-à-dire au fond, je ne me sens pas tout à fait bien, et puis vous avez cet écart entre les jeunes garçons et les jeunes filles en France et aux Pays-Bas. La France est plutôt dans la moyenne basse, les Pays-Bas sont tout à fait dans les parties hautes. Et puis il y a des items, je passe sur celui-là, qui concernent plus précisément les interactions entre les ados et les parents. Alors ça nous intéresse parce que bien entendu, c'est de cela dont nous devrions, je ne devrais vous parler que de ça, mais je veux contextualiser. Et on demande à tous ces enfants, dans ces 40 pays et ou régions de l'Europe au sens de l'OMS, ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers d'enfants à 11, 13 et 15 ans, garçons, filles, dans des échantillons d'écoles représentatives de ces pays, est-ce qu'il est facile de parler de ce qui vous préoccupe, les choses importantes, avec votre père, avec votre mère, avec votre meilleur ami? Et en effet, on constate que sur ce plan, les Français, les petits Français de 11, 13 et 15 ans, estiment qu'il est beaucoup moins facile que partout ailleurs, car nous sommes 40e sur 40, de parler des choses importantes pour soi avec son père, avec sa mère, et même avec son meilleur ami. Alors là, évidemment, il ne s'agit pas de prendre ça pour argent comptant, parce qu'on ne sait pas ce que sont les choses importantes, de quoi s'agit-il, et on ne sait pas le sens de cette défiance ou de cette protection. Allez savoir, s'agit-il de s'émanciper du regard de ses parents ? Au fond, en disant, les choses qui me préoccupent, ce n'est pas avec eux que j'en parle, parce que j'ai d'autres lieux, j'ai d'autres moyens de parler de ce qui me préoccupe, ou bien est-ce qu'on ne veut pas donner à voir dans cette réponse que l'on est dépendant du regard des parents sur soi ? Et donc, si on nous pose la question, on dira plutôt non, même si en fait, bien entendu, on parle des choses qui nous préoccupent. On ne sait pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pose la même question partout ailleurs et qu'il y a des pays dans lesquels c'est très facile, et même c'est très très facile, puisque c'est 97-98% de ces gamins, de ces ados, qui disent qu'il est facile de parler des choses qui les préoccupent avec leur père ou avec leur mère. Souvent plus avec leur maman qu'avec leur père. Et puis, pas pareil les garçons que les filles. Mais vous voyez là les écarts qu'il y a dans ces quelques parenthèses. Et c'est pareil, là maintenant, c'est avec la maman. Mais de toute façon, il y a toujours un peu les mêmes écarts. Et là, j'ai rapproché quelques pays avec lesquels on essaye de faire, nous, des comparaisons un peu plus serrées, un peu plus focus, parce que, précisément, ce sont des pays dont on connaît mieux les contextes. Les Pays-Bas, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal, la France sont des pays avec lesquels nous avons commencé à faire un peu d'analyse plus détaillée. Le malheur, c'est que cette enquête, par exemple, est très pauvre du point de vue de l'appartenance sociale de ces enfants. Pourquoi ? Parce qu'on ne demande pas à ces enfants, puisque c'est eux qui répondent, quel est le diplôme de papa, le diplôme de maman, combien gagne papa, combien gagne maman, quelle est la profession de papa. Non. On a des proxys, mais ces proxys, évidemment, sont combien de fois vous êtes parti en vacances, est-ce qu'il y a plusieurs salles de bain, des proxys qui permettent de classer économiquement un peu les ménages, mais vous n'avez pas vraiment le moyen de contrôler cette composante. Donc il faut jouer avec cet ensemble de variables. Alors je passe là-dessus parce que j'ai probablement plus que 5 minutes. Donc il y a aussi beaucoup de questions sur l'école. Et là, moi j'ai beaucoup de conjectures et on est en train d'essayer de faire une recherche à ce sujet parce que je pense que peut-être y a-t-il une explication de
cette réponse, il est plus difficile qu'ailleurs, du point de vue de ces jeunes, de parler des choses importantes avec le père, avec la mère, derrière le gap de perception des choses importantes. Et peut-être derrière la question de l'école. Et le fait peut-être que les parents, étant en France assez, on va dire, sensibles à la question scolaire, pour ne pas dire obsédés par la performance scolaire de leur progéniture, pourrait expliquer qu'il y a un gap là qui peut se creuser. Si la seule chose importante que le jeune sait qui préoccupe les parents, c'est l'école, et que ce qui le préoccupe lui, c'est autre chose, il est probable que là, il y a quelque chose qui ne se connecte pas. C'est-à-dire, est-ce que si nous parlions d'autre chose que de l'école à nos enfants, nous aurions moyen d'avoir accès à autre chose, bien entendu, de leurs préoccupations? Ça, je vous laisse méditer sur cette question. Mais le fait est que dans beaucoup de familles, la question des parents qui consiste à dire comment s'est passée ta journée à l'école, puisqu'on est parmi les enfants, les pays qui laissent le plus de temps scolaire à leurs enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Est-ce qu'il y a eu un contrôle? Bon, c'est quoi la note? Bon. Et les plus vicieux iront jusqu'à c'est quoi la moyenne de la classe? Et ils pourront d'ailleurs contrôler immédiatement sur Internet, puisqu'ils auront la moyenne, l'écart type, etc. Donc de tous les contrôles qu'il y aura eu pendant le trimestre, l'année et les années précédentes de leurs enfants. Donc voilà un genre de backup qu'il faudrait avoir en tête. Pourquoi ne parle-t-il pas? Bah oui, peut-être. Et peut-être plus loin encore, de quoi parlerait-il s'il parlait du futur? Et est-ce qu'il n'y aurait pas, là encore, des questions à explorer sur le thème de quelle est la vision que les parents se font du futur de leur enfant, avec les inquiétudes qu'ont les parents à l'égard du futur de leurs enfants. Ne pas voir de futur pour leurs enfants. Le déclassement social, la chute vertigineuse, si tu tombes du fil à l'école, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de seconde chance, c'est terminé. Bon, vous voyez? Et puis la préoccupation du futur qu'ont les jeunes, qui peut être tout à fait différente. Plus le gap est grand, plus la communication parent-ado, par exemple, sera compliquée. Il vaut mieux quand même avoir une vision rapprochée pour dialoguer. Bon. Donc voilà, la communication, une énigme française. Pourquoi? Moindre disponibilité des parents, c'est une question. On croise les enquêtes emploi du temps, vous voyez. On croise les temps de vacances. On croise les temps de repas partagés. On croise... Bon, c'est tout ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'au fond, ils communiquent moins parce qu'ils ont moins de temps partagé qu'ailleurs? Bon. Est-ce que c'est un problème d'investissement parental plus faible? Je ne crois pas que ce soit le cas pour la France. C'est un investissement parental fort. Hein? Et c'est plutôt ça, d'ailleurs, la règle. C'est que nous mettons la barre très haut en termes d'investissement parental. Il faut investir financièrement, hein, l'accompagnement scolaire, le marché de l'école après l'école, etc., pour ceux qui en ont les moyens. On voit bien, il y a quelque chose là. Et puis, il y a peut-être aussi la moindre attention à certains sujets, c'est ce que j'ai essayé d'explorer. Problème de l'adéquation. Donc là, ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, l'internationalisation de la question parentale. Là, quelques minutes. Mais vous savez plus que moi déjà peut-être sur ce sujet. Mais c'est vrai que cette thématique de la parentalité est passée du néologisme qu'il était il y a encore quelques années à une politique publique. On peut d'ailleurs même déjà méditer sur pourquoi on a éprouvé le besoin d'inventer un mot, hein, et pourquoi d'autres langues ont éprouvé le même besoin. Parce qu'en effet, les Anglais, qui avaient pourtant un lexique plus riche presque que le nôtre, y compris avec parenthood. Le parenthood, on n'a pas exactement la traduction. Nous, dans parentalité, on a parenthood et parenting. C'est-à-dire à la fois qui est le parent, parenthood, et que fait le parent, parenting. L'agir parental, la pratique parentale, l'exercice parental, le travail parental. Ça, c'est parenting. C'est conjuguer un substantif, en fait. C'est comme si on disait parenter, je parente, tu parentes, il parente, etc. C'est ça le parenting. C'est le fait d'agir comme parent. Ce qui est différent de qui est le parent. C'est-à-dire de se dire, bah oui, les parents, c'est toute une série d'adultes, c'est pas nécessairement le géniteur. Donc il y a de la grand-parentalité, de l'homoparentalité, il y a de la beau-parentalité, parce qu'il y a du travail parental fait par des acteurs qui ne sont pas nécessairement les géniteurs. Et cette idée-là est derrière notre mot. Mais maintenant, nous avons bien entendu
ce mot dans le dictionnaire. Ça n'est plus un néologisme et ça désigne en effet tout un ensemble de pratiques. Et il y a même une politique publique à cet égard. Alors l'idée d'éduquer les parents, c'est pas nouveau. Hein. On est exactement dans la même configuration que tout à l'heure sur le bonheur. Dire qu'on réfléchit sur le bonheur, bien sûr, c'est une très vieille, ancienne. Nous avons beaucoup réfléchi sur le bonheur comme nous avons beaucoup réfléchi sur le travail des parents. Le meilleur exemple, bien sûr, qu'on a envie de prendre tout de suite, c'est l'école des parents, parce que ça apparaît en 1929, une naissance des années 30, mais dans un contexte bien différent. Pourquoi des parents se sont-ils trouvés organisés en association pour faire en sorte de se socialiser mutuellement au rôle parental? Eh bien, dans un contexte précisément où des associations, des mères patronesses, certains pourraient les appeler un peu comme ça, avaient envie de résister à la pénétration ou à l'intrusion excessive de l'État et des agents publics, en particulier les hussards de la République qui étaient les instituteurs, sur le travail d'éducation réservé aux parents. C'était des parents qui disaient « ça s'arrête là, l'intrusion ». Parce que le rôle parental, il est non substituable et c'est le nôtre. Et nous allons réfléchir nous-mêmes à notre propre rôle et réfléchir à comment le dispenser. Donc là, il y a bien sûr une histoire. Il y a aussi un peu un acte de naissance embarrassant parce que, comme vous le savez, Madame Vérine a aussi contribué, par exemple, à l'ouvrage sur la Révolution nationale de Pétain, puisqu'elle a écrit le chapitre sur la famille dans cet ouvrage et elle était la créatrice de l'école des parents. Ça ne veut pas du tout dire, bien entendu, dans mon esprit, que l'école des parents est encore embarrassée de ces vieux sédiments de l'histoire, mais c'est un fait historique. Madame Vérine a écrit ce chapitre dans l'ouvrage de programme de la Révolution nationale de Pétain. Je l'ai même trouvé sur Internet, je l'ai acheté et lu, et je peux vous dire en effet qu'elle a défendu une certaine vision de la famille. Le conseil aux parents est aussi un marché. Et en cela, ça n'est pas non plus nouveau. Et tout le monde le sait, en particulier des générations comme les nôtres, puisque là, je crois que nous avons une certaine majorité de personnes qui ont pu entendre parler de Benjamin Spock. 750 000 exemplaires vendus en 1946. Hein. Là, c'est le sociologue jaloux qui regarde la publication la première année, en 1946. Voilà. Donc, Laurence Pernoud, Brazelton, enfin, il y en a, si vous en voulez, des guides, ça y va. Donc, deux ou trois mots sur cette politique publique émergente. Donc, on a des déclencheurs de l'émergence de cette politique. Et bien entendu, on doit se souvenir que la Convention des droits de l'enfant a joué un rôle très important et que les organisations internationales, on les retrouve, et la Commission européenne en particulier, a joué un rôle très important pour promouvoir l'idée que la parentalité était un enjeu de politique publique. Il y a des rapports, on peut les relire, ils ne sont pas très anciens. Je vous invite à regarder en particulier celui du Conseil de l'Europe de 2006, dans lequel est intervenue une collègue avec laquelle j'ai eu le bonheur de travailler, qui s'est trouvée un petit peu embarquée dans cette histoire du Conseil de l'Europe sur le positive parenting. Et tout le monde a entendu parler de la parentalité positive. Non seulement parce qu'il y a un programme de parentalité positive, mais parce que l'expression positive de la psychologie positive est assez diffusée aujourd'hui dans nos réseaux. Alors, le soutien à la parentalité a des définitions. Celui que proposait Mary Daly, qui a participé à ce rapport du Conseil de l'Europe, c'était le suivant: soutien à la parentalité, un ensemble d'informations, on a entendu, de soutien, de conseils, de formation. Vous voyez, on a un peu la déclinaison de ce qui nous a été présenté il y a un instant. Et d'autres mesures ou services qui visent à influer la manière dont les parents comprennent et assument leur rôle parental, avec un grand nombre de mesures, de dispositions et des variations selon les pays. Encore une fois, beaucoup de littérature, énormément de littérature anglo-dominante, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, etc. Le soutien à la parentalité, il y a des variations. Vous voyez bien qu'on a la déclinaison des informations générales à destination de tous les parents, la version universelle, du conseil individuel du coaching,
on l'a entendu, en particulier dans le domaine de la santé et de la gestion des comportements à problème, des cours d'éducation des parents individualisés ou en groupe, et parfois des programmes, des aides aux parents pour l'accompagnement au travail scolaire, etc. Il y a tout ça. Et puis, bien sûr, des différences, et en particulier de la pénétration de ces programmes evidence-based, fondés sur la preuve, dont mon collègue va parler tout à l'heure. Mais c'est important parce qu'en France, on pourrait dire on a une certaine forme de résistance. On pourrait réfléchir d'ailleurs à ce qui fait cette résistance, en quoi ces programmes fondés sur le modèle, au fond, expérimental des essais randomisés contrôlés, où vous avez un groupe contrôle qui ne reçoit pas le traitement et un groupe qui reçoit le traitement, si j'ose dire, et la comparaison de la performance à l'aune de ces résultats. Ça fonctionne relativement moins bien en France. Alors, est-ce que c'est un trait culturel? Est-ce que c'est une résistance des milieux professionnels concernés? Est-ce que c'est la résistance à la lecture plutôt biomédicale, on pourrait dire, de la parentalité, vous voyez, préventive, qui est plus étanche? Au fond, le social et le sanitaire auraient une résistance respective. En tous les cas, il faut réfléchir à cela, mais de toute évidence, il y a une sorte d'ambivalence des milieux professionnels sur lequel, je crois, il faut réfléchir vraiment. On ne peut pas nécessairement jeter le bébé avec l'eau du bain. Ces programmes peuvent présenter un intérêt et d'ailleurs un confort pour les professionnels et les intervenants, parce que c'est sortir de, et dans ma bouche ça n'est pas du tout méprisant, mais du bricolage clinique individuel qui fait qu'on fait toujours du sur-mesure. Dans ces programmes, il y a quelque chose comme une espèce de standardisation qui est aussi, ou une protocolisation qui est aussi un confort, c'est-à-dire de ne pas toujours improviser. Voilà, donc je passe plein de choses, tac, 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 et je viens à mes conclusions. La mission de la CNAP, bon, hop, terminé, conclusion. Pardon, je remonte. Voilà, d'abord, je pense qu'en matière de lien entre contribution des parents à la promotion du bien-être des enfants, il faut vraiment penser à avoir cet angle qui privilégie la condition parentale, au sens où on parle de conditions sociales, pour éviter de faire de ce rôle un rôle, j'ai envie de dire, décontextualisé, un peu hors sol. Le parent sans la vie ordinaire qu'imposent toutes les contraintes avec lesquelles les parents ne cessent de composer. Elles sont économiques, elles sont de logement, elles sont de distance, elles sont temporelles. Il y a des problèmes de planning, il y a des problèmes de temps, il y a des problèmes de durée de travail, il y a des problèmes. La vie impacte énormément cette condition parentale. On ne peut pas penser autrement que de cette manière. Il faut éviter aussi, évidemment, le piège, parce que c'est un piège, de la surresponsabilisation parentale. C'est-à-dire l'idée que la cause de la majeure partie des problèmes qui viennent pour les nouvelles générations réside précisément dans ces pratiques parentales. Un peu comme si c'était le facteur G principal qui fait que ça échoue, que ça va mal, etc. Donc ça, c'est un piège, parce qu'en effet, on n'est pas socialisé que par ses parents, et d'une, et d'autre part, que si l'on tient compte des conditions ou de la condition parentale, il y a des parents qui pourraient vous répondre quand vous êtes un pourvoyeur de conseils, écoutez, c'est pas compliqué, voici les clés de mon logement, les gamins sont ici, mon boulot c'est là-bas, bon, mes conditions de vie quotidienne c'est ça, faites mieux. Et ils auraient peut-être raison. Ils auraient peut-être raison. L'autre chose, c'est peut-être cet écueil de la responsabilité parentale. J'aime beaucoup ce travail d'une Anglaise qui a écrit déjà il y a pas mal d'années, Lynn Jamieson, un ouvrage qu'elle a intitulé Intimacy. Et pour revenir à ma question de la communication parent-enfant, elle écrit par exemple « Accentuer la responsabilité du parent dans la définition des performances de ses enfants a pour conséquence de transformer ces performances de l'enfant en jugement sur la compétence des parents et augmente l'anxiété parentale. » Donc vous voyez, c'est une boucle, en plus qui n'est pas du tout vertueuse, puisque vous blaming the victim, vous appuyez sur la tête de celui qui rame. La corésidence forcée des jeunes, je crois que ça c'est un facteur très important. La corésidence forcée des jeunes, puisqu'on le sait, les jeunes partent de plus en plus tard du ménage de leurs parents, peut conduire à se conformer aux attentes parentales
en décalage avec leur propre désir de réalisation. Ça, je crois qu'il faut que nous méditions ça sur la communication parent-ado. Parce que c'est pas pareil comme dans ma génération, parti de chez moi à 17-18 ans, et de mes gars, dont un qui a 25, qui fait encore le yo-yo. Mais c'est très important de savoir qu'il me rendait compte à certains égards de ses propres projets. Parce que nous nous côtoyons bien plus longtemps, et il ne s'émancipe pas dans ses choix de mes propres conseils, on va dire ça pudiquement comme ça, de mes propres préoccupations. Et je crois que nous sommes tous à la même enseigne. Donc il y a une réflexion générationnelle. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions générationnelles aujourd'hui qu'hier. Et donc il faut méditer collectivement en termes de parentalité sur ces questions. Voilà, donc je passe le reste parce que j'ai vraiment exagéré. Merci beaucoup. Merci beaucoup.